Bienvenue à l'activité de ce soir, présentée par le réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal en collaboration avec l'École de santé publique. Je suis Calardi Dubois, doyen de l'ESPOM, et je suis vraiment heureux d'assurer l'animation de cette activité. Le thème de cette activité, vous le savez, est la carrière au sein du système militaire des soins de santé. Je vais vous expliquer d'abord le déroulement de l'activité. Donc, il y aura deux parties. La première partie, ça sera une période de discussion avec nos deux invités. Et la deuxième partie, ça va être une période d'échange avec vous. Vous serez invité à poser des questions dans la section questions et réponses au bas de votre écran. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous présenter enfin nos deux invités. Tout d'abord, M. Danny Daigle, qui est un diplômé de la maîtrise en administration des services de santé en 2016. Il a travaillé pendant près de 10 ans à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, puis il a joint les Forces armées canadiennes. Après une courte carrière en tant qu'officier logistique et à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, il a obtenu un poste de gestionnaire des services cliniques au ministère de la Défense nationale. Bienvenue, M. Danidek, et merci de participer à cet échange. Merci. Nous avons aussi avec nous le capitaine Daniel Boilard, qui a joint le 41e centre des services de santé des Forces canadiennes Saint-Jean-sur-Richelieu en 1986. Il a pratiqué comme technicien médical et infirmier au Canada, en Europe et au Proche-Orient. Il est actuellement infirmier en soins de santé primaire à la garnison de Saint-Jean-sur-Richelieu, où il dessert une clientèle militaire de plus de 8000 membres. Je veux souligner que le capitaine Boilard est titulaire de la décoration des forces canadiennes. Bienvenue, capitaine Boilard. Alors, je vais commencer tout de suite la discussion avec nos deux invités que je suis vraiment heureux d'accueillir. La première question que j'aimerais poser, c'est qu'on dit souvent du système de santé militaire qu'il est parallèle au système de santé provincial. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce une perception? Est-ce une réalité? Éclairez-nous là-dessus sur ce parallèle qu'on fait entre les deux systèmes. Je vais commencer et puis je passerai la parole à Capitaine Boilard ensuite. Par rapport à la santé en parallèle, oui, effectivement, le système de santé militaire est en parallèle tout simplement parce qu'on offre des soins directs, on peut dire un peu de GMF à la communauté militaire. Ici, on dessert environ 1600 militaires de la force régulière. Donc, de ce fait-là, on se trouve à leur fournir les soins de santé au niveau des médecins, au niveau de physiothérapie, pharmacie, radiologie, au niveau de l'immunisation aussi, et ce genre de services-là. Donc, de ce fait-là, ils ne font pas affaire avec le service de santé provincial à proprement dit. Par contre, lorsqu'il y a des services que nous ne sommes pas en mesure d'offrir ou que dépassent nos capacités ici à la clinique, on se trouve à utiliser les services de santé provinciaux, mais à titre, on va dire, de privé. On va se trouver à payer des frais. La carte soleil, pour nous, ne s'applique pas. Donc, nous sommes comme une entité privée qui vient consommer des soins au niveau des hôpitaux, au niveau des cliniques civiles, provinciales, tout comme on va faire appel à des cliniques privées pour certains rendez-vous spécialisés aussi. Donc, de ce fait-là, on est un système qui est vraiment en parallèle. On n'a pas les mêmes règles que la santé publique nécessairement du Québec. On a nos règles fédérales au niveau de l'armée canadienne. Donc, de ce fait-là, c'est pour ça qu'on peut dire qu'on est un système de santé parallèle parce qu'on fonctionne quand même avec les ordres pour les infirmières, pour les physiothérapeutes, pour le Collège des médecins. On fonctionne tout de même avec les ordres provinciaux. Donc, de ce fait-là, on n'est pas en concurrence, on n'est pas perpendiculaire, on est en parallèle. Je crois que M. Daigle a fait un bon topo de la situation. Nos cliniques, nos centres de santé au niveau du militaire ressemblent à des gros GMF
mais avec une série de services qu'on offre, là. Radiologie, laboratoire, physiothérapie. C'est quand on arrive au niveau des spécialités que nos médecins généralistes ont besoin d'avoir un avis externe. Cet avis externe-là, on doit se tourner vers le système public ou le système privé pour aller chercher. On parle d'orthopédie, d'ophtalmologie, tout ça. On va faire affaire. Dans certains cas, pour certaines spécialités, on va faire affaire avec des médecins qui font partie du réseau de la santé du Québec. Il y en a d'autres, on va faire affaire avec des cliniques. Pour la radiologie, on a quelques liens avec des cliniques privées. Mais pour l'orthopédie, on fait affaire là, pour les gens qui auraient besoin d'opérations, de suivi orthopédique. On va faire affaire avec des médecins du réseau de la santé. Puis nos membres militaires vont être opérés dans des établissements civils, faire leur convalescence après avec nous. Puis on est parallèle à ça, puis le transfert d'informations se fait là, avec les modalités qui sont légales là, pour transfert d'informations du dossier militaire à civil. Donc, très autonome, donc pour tout ce qui est la première ligne, les services courants. Donc, mais quand on commence à entrer dans des services très spécialisés, donc c'est là qu'il y a un lien entre les deux systèmes pour avoir recours à certains services. Oui, effectivement. Oui. Donc, je spécifierais, par contre, que tout dépendant de la clinique. On a des cliniques, on a des points de service, tout dépendant de la région où est-ce qu'on est. Il y a des cliniques qui offrent beaucoup plus de services que d'autres. Il y a des cliniques qui, par la proximité, je vais penser au point de service de Longue-Pointe à Montréal, vont utiliser beaucoup plus le système privé alentour, étant donné que le point de service est beaucoup plus petit et dessert une population aussi beaucoup plus petite. Donc, de ce fait-là, tout dépendant où on se situe dans le Grand Canada, la gamme de services offerts par chaque clinique est spécifique, non seulement au milieu, mais aussi à la clientèle desservie. Je vais prendre par exemple, nous ici, c'est une clientèle qui est Air Force, donc on a des pilotes qui ont une médecine de l'air très spécifique. Au niveau de où est Capitaine Boilard, c'est plus de l'armée de terre, donc il y a beaucoup plus de blessures spécifiques aux métiers qui sont faits là, autant par la grande réserve qui est la 34e brigade dans la région qu'au niveau de la force régulière. Le niveau de soins, les sortes de soins sont spécifiques à l'environnement et à la région dans laquelle nous sommes. OK. Et puis est-ce que la liaison entre les deux systèmes, ça se fait dans un seul sens, ça veut dire des militaires qui peuvent aller utiliser des services dans le système public, ou est-ce que dans certaines circonstances, ça peut aussi se faire dans l'autre sens? Non, je vais laisser peut-être Capitaine Boilard continuer après, mais je vais juste faire la prémisse et la réponse est non. Je vais laisser Capitaine Boilard dire pourquoi. Je dirais non, mais comme nos cliniques sont ouvertes du lundi au vendredi, si un militaire se blesse lors du week-end, il va faire affaire avec le centre hospitalier et le service d'urgence le plus près. De là, on n'a pas de carte d'assurance maladie provinciale. Fait qu'on a une carte de la Croix-Bleue qui est un assureur, mais qu'on paye les soins. Le Croix-Bleue ne fait que nous charger pour l'administration des dossiers. Fait que nos militaires vont faire affaire avec le civil. Puis, quand ils reviennent, la règle qui est établie pour nos militaires, c'est que s'ils sont vus dans un établissement civil, la journée qui suit, si la condition le permet, la personne doit revenir à la clinique médicale militaire pour qu'on prenne les informations, qu'on fasse une demande de transfert de dossier là, pour que toutes les informations qui ont été notées dans le dossier civil du patient soient transférées dans notre dossier militaire électronique. Par contre, pour revenir un peu sur la réponse à la question, non, il n'y a aucun civil qui peut consulter pour des services de santé chez nous. Dans le fond, on se trouve être un peu utilisateur-payeur quand on utilise le système de santé provincial et le vice-versa ne se fait pas. On ne charge pas le provincial pour offrir des soins de santé au personnel civil. Moi, par exemple, en tant que personnel civil, je vais dans les cliniques comme tout le monde au provincial, j'utilise ma carte soleil. Je n'ai pas de service ni de soins offerts par la clinique militaire ici, dans ce cas-ci. Très bien, merci. Je vais passer à une autre question. On est en santé publique, on s'intéresse à la santé des populations. Est-ce
Quels sont les services qui sont attendus des militaires dans ce domaine-là pour protéger la santé des populations? Est-ce qu'il y a un mandat des militaires par rapport à la santé des populations également? Capitaine Boilard, est-ce que vous voulez... Votre question est pour que le militaire offre des soins de santé à du personnel civil dans des situations exceptionnelles? Pour protéger la santé des populations, donc est-ce qu'il par la santé publique, donc s'il y a un événement majeur en santé publique qui arrive, est-ce que vous avez un mandat en matière de protection de la santé aussi de l'ensemble de la population? Oui, le mandat qu'on a, le mandat militaire est de protéger les populations canadiennes. Puis pour le médical, il y a un mandat qui est activé par le ministre ou par le premier ministre lors d'une catastrophe naturelle où on a eu dans les feux de forêt en Alberta il y a quelques années. On a mis en place un pont aérien. Les gens étaient déplacés de leur ville. Puis là, nous, on a mis en place des soins pour qu'ils puissent recevoir de la médication, des soins de base, jusqu'à temps qu'ils puissent être pris en charge par le système civil. Mais on fait ça dans le cas aussi des inondations, tout ça. Mais ça prend une autorisation ministérielle pour que les militaires puissent donner une gamme de soins aux civils. Ouais. On le fait dans des circonstances exceptionnelles, mais... Ou en contexte pandémique aussi. En contexte pandémique, on a vu qu'il y a eu appel aux militaires aussi. Oui. Puis, oui. On est heureux de participer dans cet effort-là. Par contre, des fois, la population civile a l'impression que l'armée a des ressources illimitées. Au niveau des infirmiers et infirmières, on est 250 infirmiers et infirmières au Canada, 250 pour environ 90 000 militaires à desservir à travers le Canada. Fait que quand on envoie, je sais que là, présentement, on a des troupes qui sont à Toronto, on a envoyé une vingtaine de personnes là-bas. Il a fallu qu'on aille fouiller puis qu'on coupe dans nos services. On fait du temps supplémentaire, je vous dirais, pour pouvoir couvrir ce volet-là. Mais c'est un des mandats qui nous est demandé par le gouvernement de supporter les autorités civiles, et on va le faire. Oui, tout à fait. Et puis, M. Degg, donc, de ce qu'on a vécu récemment, notamment dans le contexte pandémique, le recours à l'armée, est-ce que ça soulève des questions par rapport aux capacités des forces armées, aux besoins en professionnels, aux besoins en ressources humaines pour pouvoir répondre à ce type de demande? Et on sait qu'il risquerait d'arriver peut-être un peu plus fréquemment qu'avant. Je pense que ça a permis de démontrer, de la capacité quand même et la résilience du personnel en uniforme qui est allé en opération et ceux qui sont restés en arrière pour assurer les services. Mais quand l'attente du gouvernement était à un nombre X de professionnels et qu'on s'est limité à en fournir un nombre Y parce qu'on n'était pas capable de fournir ce personnel-là attendu au niveau gouvernemental, je pense qu'il y a eu une prise de conscience aussi de la capacité fonctionnelle de couvrir. Ça, c'était la plus grosse depuis la Deuxième Guerre mondiale, le plus gros déploiement des forces médicales au niveau du Canada pour un seul événement. Donc, de ce fait-là, ça a permis aussi, je pense, de démontrer ce qu'on est capable, nos limites, nos forces, mais nos limites aussi. Donc, de ce fait-là, définitivement, je crois que ça a pu démontrer où est-ce qu'on a des faiblesses, où est-ce qu'on a des forces pour pouvoir mieux s'adapter, pour pouvoir mieux grandir, pour pouvoir mieux se moderniser dans les prochaines années. Les Forces armées canadiennes, présentement, sont en grande modernisation au niveau des soins de santé. On travaille fort sur se réinventer, un peu comme le système de santé public fait dans diverses provinces. Je pense à l'Alberta qui a remodelé le Québec dans les dernières années. De la même façon, les Forces armées canadiennes continuent à réfléchir et à vouloir moderniser notre système de santé. Et de ce fait-là, je crois que oui, ça a quand même démontré certaines faiblesses en niveau de quantité, mais après ça, il reste à voir là, quelles en seront les leçons tirées à long terme. Parce qu'on est toujours dans la pandémie et comme vous pouvez voir, comme disait Capitaine Boilard, présentement, on est déployé au niveau de Toronto pour offrir des soins critiques aux personnes en besoin. On est quand même impliqué au niveau de la vaccination un peu partout. Donc, de ce fait-là, on est encore dedans. Il est un peu trop tard pour faire un post-mortem,
mais je pense qu'on démontre déjà là, où est-ce qu'on est capable d'aller, où est-ce qu'on est capable de ne pas aller. Merci. Je vais rester avec vous, Monsieur Degg. Vous êtes gestionnaire dans le contexte d'une clinique en région, donc on pourrait dire éloignée ou semi-éloignée. Donc, qu'est-ce que ça vous pose comme défi? Est-ce que c'est les mêmes défis que ce qu'on peut voir dans le système public ou bien est-ce qu'il y a des défis particuliers à opérer une clinique en contexte militaire en région semi-éloignée? Bien, évidemment, on a plusieurs défis. Selon notre classification, on est semi-éloigné, mais on a quand même une chaîne de montagnes qui nous sépare et 2 heures de Québec. Donc, de ce fait-là, quand il neige fort, on peut considérer qu'on est éloigné parce qu'on ne peut pas se rendre. Mais de ce fait-là, quand même, on a un gros challenge, c'est sûr, parce que le personnel de santé est à moitié, je dirais environ militaire, et à moitié civil. Le niveau de bassin de professionnels est quand même plus rare ici en région. Il y a un seul grand employeur en santé, c'est le CIUS, Saguenay-Lac-Saint-Jean. On n'a pas la pléiade de CIUS, comme on va dire, la région de Montréal, où est-ce qu'on a un nombre de professionnels assez grand pour pouvoir dire, bon, ben, j'ai 400 personnes qui travaillent pour moi. Nous, souvent, quand on fait des concours, ben, c'est 1, 2, peut-être 10 pour certains métiers qu'on va voir professionnels qui lèvent la main pour venir travailler, venir essayer de travailler à la clinique militaire. Souvent, c'est pour des courtes périodes, ce qui est plus facile, je pense, dans une grande région que dans une petite région où est-ce que les gens cherchent de la stabilité. Il y a peu d'employeurs, donc ils ne peuvent pas se permettre de dire bye-bye à un, puis ils ne pourront pas y retourner après. Donc, de ce côté-là, c'est sûr que c'est plus difficile au niveau du recrutement. Au niveau aussi de pouvoir envoyer nos patients en ville, évidemment, bien, en ayant moins de professionnels, en ayant moins de cliniques, moins de CIUS, on se trouve à avoir aussi une rareté à ce niveau-là. Je vais donner un exemple. Si on envoie des gens en physiatrie, on les envoie souvent à Montréal. Donc, on parle de 5-6 heures de route pour se rendre, souvent une nuitée là-bas, un rendez-vous d'1 heure et un 5-6 heures de route pour revenir. On parle de 2 à 3 journées avec le voyagement pour un rendez-vous qui peut prendre 1 heure et demie. Donc, c'est sûr qu'au niveau de disponibilité du personnel, continuer les opérations ici, c'est quelque chose qui est difficile. Et étant une plus petite clinique ici, on a à peu près une soixantaine de membres. Et là, je condense militaires, civils et contracteurs. On est environ une soixantaine. Dès qu'on a quelqu'un de notre propre clinique qu'on envoie faire des services de santé qui s'en va recevoir à l'extérieur, on perd une capacité à la face même de notre clinique. Donc, de ce fait-là, une région éloignée, ça rend plus difficile d'offrir des soins rapides, peu coûteux, parce qu'on cherche tous quand même à avoir, de gérer de façon efficace les données de la couronne. De ce fait-là, ça donne quand même des résultats un peu plus difficiles à atteindre qu'une grande région métropolitaine, disons. OK. Monsieur Capitaine Boilard, je vais passer à vous maintenant. Vous avez choisi cette voie militaire pour faire votre carrière. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix-là? Donc, quelle a été la motivation, l'incitation à faire ce choix-là? J'ai débuté avant même que je sois infirmier, j'étais réserviste. C'était un bon emploi qui me donnait, je travaille tout l'été, un emploi à temps partiel durant l'année scolaire, puis plein d'amis, plein d'activités à faire. Je n'avais jamais posé de questions, j'avais tout un emploi une année après l'autre. Par la suite, ben là, je suis devenu infirmier, j'ai joint le réseau de la santé du Québec, j'ai été gestionnaire dans le réseau. Puis, il y a quelques années, j'ai décidé de faire une réorientation de ma carrière et de me concentrer uniquement à la carrière d'infirmier et de militaire. Puis c'est ça qui a fait qui m'a apporté à différents endroits à travers le monde et à travers le Canada. Le salaire est bon. Les horaires sont raisonnables. Il faut comprendre que, comme militaire, on est payé 365 jours par année. Il y a des journées que le salaire horaire n'est pas tellement haut, mais il y a d'autres journées que ben, c'est une bonne journée, puis c'est une petite journée. Mais notre salaire est compétitif à un salaire civil, mais ça vient avec les inconvénients aussi. Ça vient avec la chaîne de commandement qui peut dire, ben, OK,
Capitaine Boilard, on a besoin de vous, on vous déploie au Moyen-Orient. Je vais y aller. J'ai signé le contrat, je vais me tenir à mon contrat. Ça peut être, il y a des feux de forêt en Alberta, vous partez là-bas, je pars là-bas. Ma famille va rester ici. Pendant quelques semaines ou même des mois, je vais être à l'extérieur, puis je vais être loin des miens. Mais quand je suis de retour, je suis ici, j'ai un bon salaire, je suis capable de profiter adéquatement de ma vie, plus civile, plus casanière ici autour. OK. Et puis, étant donné ces circonstances, est-ce que c'est facile d'attirer du personnel? Donc, si on veut augmenter, quand les forces armées veulent augmenter le nombre d'infirmiers, le nombre de médecins, le nombre d'infirmières ou d'autres, est-ce que c'est facile d'attirer du monde étant donné ces circonstances-là? Pour les médecins, notre recrutement vient particulièrement de gens on paye leurs études universitaires. Oui. On leur paye un nombre d'années d'études universitaires, puis par la suite, ils doivent des années de service au ministère de la Défense. Pour les infirmiers et infirmières, je vais vous dire, présentement, c'est pas tellement difficile de recruter. Principalement parce que les conditions sont pas tellement agréables pour le personnel infirmier dans les hôpitaux. Fait qu'ils voient ça comme une façon de changer de mal de place, puis de peut-être avoir une stabilité. D'un côté, on a une plus grande stabilité, puis de l'autre côté, ben, stabilité. On ne me demande pas de faire des quarts de travail supplémentaires à la fin de ma journée. Ouais. Mais de l'autre côté, ils peuvent me demander de partir pendant 3 mois enseigner à Borden, en Ontario. C'est des deux côtés, il y a du bien et du moins bien. Présentement, pour les infirmiers et infirmières, pas tellement de difficultés de recrutement. Pour les médecins, ben, on a une pénurie comme partout. On essaie d'en recruter plus. Les conditions qui sont offertes par le ministère de la Défense sont, à mon avis, avantageuses pour un jeune qui veut faire ses études en médecine. Physiothérapie aussi, les conditions sont assez bonnes. Presque tous les corps de métier, on essaie d'être compétitif là, avec ce qui est offert aux civils en donnant une majoration un peu de salaire pour les inconvénients des déploiements puis des mutations qu'on a à tous les 2 ou 3 ans. Okay. Et puis, est-ce qu'on arrive à attirer autant d'hommes que de femmes ou bien c'est... Ben, je suis dans un métier où que moi, je suis minoritaire, là, comme infirmière, c'est comme au civil. Ah oui? Ce qu'on veut avoir, le minimum, là, on recherche autour de 27% de femmes. Il y a des métiers qui, pour les métiers de la santé, c'est vraiment pas difficile. On est au-dessus du 27%. On est à peu près à parité, 50-50. Par contre, il y a des métiers plus difficiles, je dirais, plus difficiles, moins ouverts aux femmes, mais qui le sont de plus en plus. Les tâches sont modifiées, c'est fait pour attirer, puis il y a autant de chances d'avancement pour une femme que pour un homme dans l'armée. On essaie d'être le plus juste envers tout le monde dans chaque métier. Très bien, merci. Monsieur Deck, je vais revenir à vous. Donc, vous opérez une clinique, donc vous êtes sans doute confronté aux enjeux de la pratique. Vous avez parlé tout à l'heure, donc que c'est régi par les mêmes ordres professionnels. Mais de l'extérieur, on pourrait avoir l'impression qu'un infirmier dans les forces armées, par exemple, son champ de pratique pourrait être plus large. Est-ce que c'est le cas ou bien est-ce que c'est la même chose que les frontières au niveau des champs de pratique, c'est la même chose que dans le civil? Bien, probablement que Capitaine Boilard va être capable de faire un bon bout là-dessus, mais quand même, je peux quand même en faire un petit parti. Le champ de pratique est très différent pour les infirmiers, infirmières, je crois. On a quand même des spécialités ici, des spécialités qui ne se retrouvent pas nécessairement au civil, des opportunités d'emploi vraiment intéressantes là-dessus pour les infirmières. Mais non, ce n'est pas la même chose qu'en ville. Ils ne font pas les mêmes tâches qu'en ville. Nous, on a quand même des techniciens médicaux qui sont un peu des mini-infirmières. Ils ont des tâches que les infirmières vont faire au civil qui vont être faites ici par les techniciens médicaux. Les infirmières font beaucoup quand même d'administration. Ils font plus de gestion, je veux dire,
qu'au niveau du civil, chose qui est intéressante à mon sens, surtout pour des diplômés comme de l'ESPUM. Ils disent, bon, ben, j'ai goût d'un challenge de plus dans ma vie, mais je veux continuer à faire de la gestion parce que j'ai fait une maîtrise au niveau de l'ESPUM. Ben, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant à ce niveau-là parce que les Forces armées canadiennes, comme disait un peu Capitaine Boilard, oui, il y a le salaire, oui, il y a des agréments, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, vraiment tripantes. Autant au niveau civil pour les infirmières, parce qu'on a des emplois civils pour les infirmières, pas juste militaires. Là, c'est des emplois qui sont plus en immunisation, gestion de cas, santé mentale, par exemple, mais reste que c'est des conditions d'emploi surtout pour, je pense, en uniforme, où est-ce qu'on peut avoir des occasions d'être déployé à l'international, où est-ce que ce n'est pas nécessairement avec un organisme à but non lucratif ou quelque chose du genre, là, une ONG. C'est avec l'armée, c'est avec un corps d'armes qui est quand même super intéressant, super trippant, je pense, comme challenge. Pour avoir moi-même porté l'uniforme quelque temps, c'est quelque chose qui m'a marqué, quelque chose que j'ai vraiment adoré, ce qui fait que maintenant, je suis revenu aussi au ministère de la Défense nationale. Je l'ai quitté comme membre des Forces armées canadiennes, mais je suis revenu en tant que fonctionnaire de la fonction publique. Pourquoi? Parce que c'est un milieu qui est vraiment trippant, qui vient vraiment donner des belles occasions, des belles choses, une belle façon de pouvoir grandir aussi, parce que la formation ici est vraiment intéressante, est vraiment ouverte. Si on peut comparer avec le système de santé publique, là, on investit beaucoup dans nos gens pour que les gens puissent le mieux possible desservir notre population militaire. Et de ce fait-là, je vais un peu croche avec votre question, mais j'en profite pour dire à quel point, oui, la carrière d'infirmier militaire, j'ai différente. Je vais laisser Capitaine Boilard continuer là-dessus, mais la carrière civile aussi, il y a des belles opportunités chez nous. Capitaine? La carrière d'infirmier militaire est intéressante parce qu'elle nous donne la chance de faire plein de choses. On a des soins aux patients qu'on peut faire. On fait beaucoup en garnison, dans nos cliniques, on fait beaucoup du travail d'infirmier de liaison. Aider les patients dans le réseau, leur expliquer qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'ils vont avoir, valider les informations qu'ils ont reçues, puis leur expliquer des fois un peu mieux pour qu'ils comprennent dans leurs mots là, qu'est-ce qui s'en vient avec leur état de santé. Ça permet aussi, en garnison, ben, on a des infirmiers et des infirmières qui sont dans les cliniques à la position des opérations puis d'entraînement. Parce qu'on a un bon programme de formation continue au ministère de la Défense. On a toujours des cours à faire. On refait des recertifications aux années, aux 2 ans ou aux 3 ans. On a des infirmiers et infirmières qui vont être chargés de faire ça, de trouver les fournisseurs de services pour donner des cours d'ACLS, de TNCC, tous des cours qui sont payés par le ministère de la Défense et que les employés n'ont pas besoin de payer, mais on fait ça. Fait que, il y a tout le temps une variété de travaux, de choses qu'on peut faire, puis on a des spécialités qu'on peut aller chercher. Moi, je suis infirmier généraliste, mais je pourrais aller me spécialiser en santé mentale ou en infirmier de salle d'opération ou encore infirmier de soins critiques. Bientôt, on va avoir des positions pour des infirmières praticiennes. On en a du côté civil, mais du côté militaire, on ne l'a pas encore, ce volet-là. Ça devrait se développer là, au cours des 2 prochaines années. C'est une variété d'emplois qui nous sont offerts. Puis des fois, ça fait du bien, dans la même année, de ne pas être tout le temps à faire la même chose. Fait que, si on va faire 1 mois de maintien de compétences à l'hôpital civil pour faire des soins intensifs, ben on fait un mois là, on fait notre travail régulier, on fait l'équivalent d'1 mois d'entraînement de combat. Parce que malgré qu'on est un infirmier, ben on va avoir à faire des champs de tir, aller tirer du pistolet, de la carabine, aller essayer nos merveilleux masques à gaz pour voir l'effet du gaz lacrymogène, pour voir que notre équipement est toujours fonctionnel. C'est toutes des choses comme ça, mais ça fait une variété de choses. Ça fait 36 ans que je suis dans l'armée, j'ai vraiment l'impression que j'ai tout le temps quelque chose de nouveau à faire, que je suis jamais dans le même pattern de je retourne sur le département, puis je vais voir mes mêmes patients d'orthopédie, puis c'est ça que je fais depuis 3 ans. Non, moi, j'ai tout le temps une série de tâches nouvelles puis l'armée est très bonne pour nous trouver des nouvelles tâches aussi.
Donc, ouais. Donc, récemment, il y a eu au Québec, il y a eu des règlements qui ont permis d'élargir les rôles de certains groupes professionnels. Je pense aux pharmaciens, aux infirmières praticiennes spécialisées. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas forcément d'impact chez vous parce que les rôles étaient déjà assez rehaussés ou élargis. Oui, bien, nos rôles, on a nos licences professionnelles par rapport à la province où on travaille, Ouais. mais un militaire canadien qui travaille dans le service de santé n'aurait pas besoin d'une licence pour travailler auprès de la clientèle militaire parce qu'on est sous c'est sous la couronne canadienne qui nous chapeaute. Mais comme on peut être appelé à donner des soins au personnel civil quand il y a des urgences nationales ou provinciales, on garde nos licences des provinces. C'est intéressant. De toute façon, on répond encore au même code de déontologie. Les actes qui ont été développés plus pour le Québec ou pour les autres provinces, ben, habituellement, on les a, mais on va quand même se conformer avec ce que la province fait comme promotion. Donc, si ils veulent qu'on aille faire des cours pour des médicaments, c'est un plan B là, pour interruption de grossesse, tout ça, on va le faire. Malgré qu'aux militaires, on aurait le droit de le faire, on va le faire pour répondre à l'ordre et si jamais on avait à le faire aux civils, ça serait demandé par les autorités civiles qu'on ait supporté, on pourrait le faire aussi. Très bien. J'aurais une autre question. L'un ou l'autre de vous pour répondre à la question. Donc, ce que vous avez dit, c'est qu'on investit beaucoup dans la formation. Et puis, je comprends même dans certains métiers, certaines professions, on va envoyer la personne en formation et puis pendant cette formation-là, l'armée continue à payer la personne. Donc, il y a un investissement important qui est fait. Ma question, c'est en termes de rétention, donc ce personnel dans lequel l'armée investit, est-ce que les gens restent longtemps jusqu'à la fin de leur carrière ou bien on vient à l'armée, on fait quelques années et puis on passe à autre chose? Donc, comment ça se passe? Je peux peut-être commencer. Je vous dirais, tout dépendant. Au niveau de la fonction publique, les gens qui viennent travailler pour le ministère de la Défense nationale, la fonction publique, en général, font des carrières, des carrières de vie dans nos lignes. Au niveau des militaires, je vous dirais que c'est un peu comme le marché de l'emploi normal. Il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui veulent d'autres choses, il y a des gens qui, pour des raisons physiques, malheureusement, doivent quitter les Forces armées canadiennes, comme moi. Par contre, ce n'est pas un employeur dont les gens viennent faire 2 ans et s'enfuient rapidement. Je pense que c'est un très bon employeur au niveau de la défense nationale. Les programmes de formation, le soutien, des opportunités d'emploi sont vraiment très larges parce que ce n'est pas parce qu'on rentre comme infirmier que nécessairement on va finir comme infirmier dans les Forces armées canadiennes. On peut devenir ce qu'on appelle un HCA en anglais, c'est finalement un gestionnaire des services de santé. On peut transférer, on peut changer de métier. Donc, de ce fait-là, je pense que comme tout autre employeur, on va avoir une capacité de rétention. Il y a des gens qui vont quand même quitter. Il y a des raisons physiques qui est le service, on a le service universel, nous, en tant que tel, les conditions de service universel, qu'on doit rencontrer pour pouvoir être déployé en tout temps. Donc, si on ne peut plus les atteindre, on ne peut plus être un soldat, donc on ne peut plus pratiquer dans les Forces armées canadiennes, peu importe notre métier. Mais au niveau de la fonction publique fédérale, c'est un employeur de choix des Forces armées canadiennes et on a un très haut taux de rétention de nouveaux professionnels. Et, en tout cas, dans les cliniques, le taux de rétention est très, très haut. Là. Avoir des 15 ans, 20 ans au niveau de nos membres, ce n'est pas rare là, dans la fonction publique. Captain Bollard? Ben, au niveau militaire, c'est comme un petit peu partout. Là. Il y a des gens qui vont faire leur vie là-dedans, puis il y en a d'autres qui vont quitter, qui vont faire leur contrat initial, ça peut être un 10 ans, puis après ça, ils vont quitter. Mais comme les conditions sont vraiment très bonnes, puis que, comme M. Degg disait, un infirmier qui veut changer, il peut changer de métier. L'armée a investi sur ma formation de base. L'armée n'a pas d'intérêt à ce que je quitte totalement, à moins que je sois vraiment pas bon, mais ça. Mais ça permet que je pourrais me réorienter en carrière puis dire que je m'en vais en officier de sélection du personnel.
Je pourrais aller officier d'affaires publiques. Là, je prends plus des emplois qui me plairaient. Je pourrais aller administrateur des services de santé, ce qui est pas mal la job que je fais présentement, mais qui a moins d'implication au niveau du maintien de compétences. Mais c'est ça, c'est qu'on a une variété d'offres dans notre emploi que si on n'est plus bien et qu'on n'aime pas le travail qu'on fait, on peut demander de changer. Ça ne veut pas dire que ça va être accepté, mais majoritairement, si on a les résultats académiques pour faire un autre type d'emploi, l'armée ne va pas se brimer puis elle va nous offrir l'opportunité de changer. Très bien. Et puis, est-ce que ces gens-là qui vont quitter, quand les gens quittent, si les gens quittent l'armée, donc si c'était des professionnels de santé, des travailleurs de santé, donc ils vont sans doute chercher en premier lieu à intégrer le système de santé provincial. Est-ce que passage-là se fait euh, de manière fluide? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des enjeux dans ce passage-là, sachant les différences entre les deux, de fonctionnement entre les deux systèmes, de fonctionnement, mais aussi de culture aussi entre les deux systèmes? Je pourrais dire que, en général, les gens qui quittent les Forces armées canadiennes, qui sont des professionnels de la santé, donc qui appartiennent à un ordre, souvent on est un employeur de choix qui reviennent en tant que fonctionnaire de la fonction publique. Donc, ils vont souvent réintégrer. On a une façon de fonctionner dans l'armée, c'est beaucoup plus hiérarchique, c'est beaucoup plus facile de savoir où est-ce qu'on s'en va, à qui on se réfère. Donc, souvent, on se complète comme moi dans le milieu des Forces armées canadiennes. On essaie d'y rester. Et c'est sûr qu'on n'a pas des occasions d'emploi pour tous. Et il y a des métiers qui ne sont pas des professionnels, n'ont pas un ordre professionnel. Donc, il y a des gens qu'on ne peut pas employer après leur service militaire, même dans les services de santé. Donc, de ce fait-là, au niveau de se replacer dans la fonction publique provinciale, je pense que pour nos professionnels, c'est relativement facile. De toute façon, la pénurie est là partout. De ce côté-là, c'est assez facile. Je dirais qu'on a certains corps de métier, je vais prendre un exemple, techniciens médicaux, où est-ce que ça peut être un challenge autre. Après ça, se trouver un autre emploi. Il y a un autre volet aussi quand on quitte les Forces armées canadiennes, c'est notre propre service de santé. Nous, comment on est couvert par les services de santé. Mais ça, c'est une autre phase de discussion. Je vais quand même laisser Capitaine Boilard parler de ce sujet précis-là de l'après-carrière militaire. Bien, pour l'après-carrière militaire, comme M. Degg disait, il y a beaucoup de nos professionnels qui vont revenir, soit par le biais de contracteurs, des agences, ou ils vont appliquer pour des positions de fonction publique. Nos médecins sont vraiment intéressés par ça. Des fois, ça leur permet en fin de carrière, quand ils n'ont plus envie d'être déployés, qui ont remis le temps qu'ils devaient au service parce qu'ils avaient eu leurs études payées, ça leur permet je reste encore dans la même région, je travaille à la même clinique, puis j'ai plus le fardeau des ménagements tous les 3 ans, les déploiements, les 8000 choses que je suis obligé de faire dans l'armée. On les récupère pas mal. Pour se placer au civil, vraiment pas de difficulté pour le personnel militaire, infirmier, physiothérapeute non plus. Il y a des besoins dans le réseau de la santé, comme nous, on en a. Fait que le passage se fait bien. Surtout qu'on a des licences d'ordre professionnel pour les provinces où on est. OK. Et puis, l'accès aux formations, donc vous dites, si quelqu'un veut faire quelque chose de différent, il peut le demander. Mais si c'est par exemple une formation professionnelle que la personne voudrait rehausser sa carrière, donc ça demanderait une formation professionnelle de plusieurs années. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent de faire ça? Et puis, est-ce que c'est facile ou bien est-ce qu'il faut attendre des années avant d'avoir ce genre d'opportunité? C'est facile, oui et non. Je sais que je vais parler plus pour la profession infirmière parce que je suis dedans, mais à chaque année, on envoie 1 ou 2 personnes à la maîtrise. Je disais qu'on est 250, grosso modo, infirmières au Canada. 1 à 2 personnes qui vont être envoyées sur le programme de maîtrise. C'est sûr que c'est des maîtrises qui ont lien avec le type de travail qu'on fait. Si on voudrait aller faire une maîtrise, je ne sais pas moi, en ingénierie,
ça ne serait pas vraiment nécessaire pour le système de santé, mais à l'intérieur, un militaire infirmier qui veut devenir ingénieur va pouvoir appliquer. Il y a un concours annuel habituellement. On demande un changement de métier. Si on gagne, on peut aller, puis on a des études qui vont nous être payées. Par contre, on va avoir quand même à donner des années de service par la suite pour le nombre. Habituellement, c'est le double d'années de service qu'on doit au système militaire pour le nombre d'années d'études qu'on a fait. Si on dit une maîtrise de 2 ans, à la fin de la maîtrise de 2 ans, on doit 4 ans au service militaire. Et puis, est-ce qu'il y a des relations formelles avec certains établissements de formation, formels, contractuels, des liens privilégiés avec certains établissements de formation? Comment ça se négocie? Quels sont ces liens-là? Donc, je ne sais pas comment ça se négocie. Par contre, je sais que oui, on a des liens pour la médecine. On a, je crois, 5 ou 6 universités au Canada qui sont avec lesquelles on a des liens. Pour le nursing, on avait une série d'universités aussi qui sont. Toutes les universités sont reconnues quand il y a ce programme de maîtrise, mais c'est des universités avec lesquelles on a des liens. Puis on n'est plus. On sait le cursus au complet, fait qu'on est capable de le moduler, puis de le faire entrer quand la personne joint complètement le militaire, travaille en clinique ou en garnison, on va être capable de savoir c'est quoi ses forces, ses faiblesses, sur quoi on va devoir travailler parce qu'on sait le cursus de ces universités-là. M. Degg, oui, bien, je dis, Georges Lattèche, je pense que à chaque personne, la réponse va être différente. À chaque personne qui entrevoit un métier, c'est différent. Pour les relations avec les universités, les cégeps, parce que je vais penser à nos techniciens médicaux, ceux qui font laboratoire médical aussi, les techniciens, il y a des collèges qui sont choisis. Même chose au niveau des études universitaires. Il y a des universités qui ont été choisies, qui ont des partenariats. Je ne peux pas m'avancer sur comment c'était fait, ces partenariats-là, parce que je ne suis pas dans ces échanges, mais par contre, reste que, oui, définitivement, il y a des partenariats privilégiés avec certaines institutions d'enseignement. Je pense l'ESPUM en est une aussi pour les services de santé au niveau de la maîtrise qu'offre l'ESPUM pour celle que j'ai faite, finalement, l'administration des services de santé. C'est un des partenariats qu'il y a. Et au niveau d'anciens combattants aussi, pour ceux qui quittent le service comme moi, c'est une des universités avec qui il y a un partenariat pour être capable d'avoir une formation là, qui nous permet après ça d'avoir un excellent emploi comme celui que j'ai présentement. Oui, je vois que Lindy a allumé la caméra. On va laisser la période de questions, mais j'aurais une dernière question. Allez-y, je vous laisse finir. Oui. Si un étudiant, nous, on a les maîtrises professionnelles où les étudiants font un stage, un étudiant qui serait intéressé par les forces armées canadiennes, mais qui dirait, mais je vais peut-être commencer par faire un stage pour voir ce que c'est de l'intérieur. Est-ce que c'est une possibilité je vous dirais, tout dépend. Au niveau gestion, fort probable que oui. C'est toutes des ententes qui sont faites, encore une fois, à la pièce, une par une. Tout dépendant du contexte, c'est sûr qu'en pandémie, ce ne sera pas la même réponse qu'en temps normal. Mais en temps normal, je pense que au niveau d'un étudiant de la maîtrise qui vient faire son stage, je pense qu'il serait entièrement servi au niveau des apprentissages qu'il peut avoir dans les milieux des cliniques. Reste à voir la capacité des cliniques de les recevoir. Ça, c'est autre chose et c'est propre à chacune d'elles. Mais pour savoir qu'est-ce qu'un militaire fait en tant que tel, il l'observerait, je dirais, à travers la loupe d'un fonctionnaire de fonction publique comme moi, voir que c'est quoi la job, je veux dire, par exemple, du commandant de ma clinique. Mais c'est sûr qu'il y a des étapes à franchir avant. Un commandant de clinique, c'est un major. Donc, c'est pas quelqu'un qui rentre dans les rangs et voilà, tu es commandant de clinique, il y a des étapes à faire avant. Il y a des cours à faire avant parce que le système de santé militaire est différent et particulier et se doit, je pense, de former bien ses officiers pour être capable de bien, après ça, donner les soins attendus par les militaires. Très bien, merci. Je vais laisser la parole à Lindsay. Il y a sans doute pour la période de questions. Merci beaucoup. Merci pour vos échanges très éclairants et instructifs. Justement, on a plusieurs questions ici de personnes qui n'ont pas obtenu leur diplôme au Canada. Donc, ils posent la question par rapport au processus. Il y a une personne, Sandra Léon, qui parle du processus pour les médecins et infirmières diplômés hors du Canada. Comment est-ce que ça se passe pour le recrutement à ce moment-là? Vas-y, Danny. Ouais.
j'ai travaillé quand même au recrutement pendant 1 an, fait que je peux vous dire quelques petits détails. C'est sûr et certain qu'il y a un processus d'équivalence de diplôme. Si votre diplôme est reconnu au niveau du Canada, le ministère de la Défense nationale va prendre votre postulation. Vous allez faire les mêmes tests que tous les autres candidats à la profession. Et à ce moment-là, vu que votre diplôme est reconnu, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça ne vous empêche pas de vous recruter et après ça, de vous former, de vous retourner faire votre cours d'infirmier ici, de vous retourner faire votre cours de médecine ici. S'ils décident qu'ils ne reconnaissent pas votre diplomation, vous dites, mais c'est vraiment la médecine que je veux faire. C'est vraiment pour l'armée canadienne que je veux travailler. Mais les candidatures, autant on prend des gens formés qu'on prend des gens qu'on va former. Donc, de ce côté-là, je pense que les opportunités d'emploi sont vraiment intéressantes. Puis, c'est vraiment, à partir du moment qu'une université canadienne reconnaît la diplomation de la personne, ce qui peut être différent du processus un peu québécois de reconnaissance d'acquis, à ce moment-là, ça peut amener des opportunités différentes et intéressantes. La seule chose que je dois dire quand même comme bémol, c'est un niveau, il y a toujours des vérifications de sécurité et quand on vient en dehors du pays du Canada, on n'a pas été naturalisé. On se trouve à devoir attendre un peu plus pour le processus de sécurité. Pour les antécédents, c'est sûr et certain que c'est plus long que monsieur qui vient de la rue d'à côté du centre de recrutement. Donc, peu importe son origine ethnique, là, ça, je tiens quand même à dire, les Forces armées canadiennes sont extrêmement ouvertes, peu importe à ce niveau-là. C'est vraiment de où vient la personne directement qui peut avoir une incidence sur la longueur du processus, mais ça n'empêchera jamais d'embaucher quelqu'un. D'accord. Donc, je vais juste préciser peut-être, vous dites que si la personne n'est pas citoyenne, elle peut quand même intégrer les forces ou pas? D'habitude, ça prend la citoyenneté, évidemment. Je pense que oui, effectivement. Merci de corriger cette information-là. Oui, il faut être citoyen canadien. Donc, de ce fait-là, pour pouvoir servir les Forces armées canadiennes. Donc, oui, c'est un processus nécessaire auquel passer à travers pour pouvoir après ça joindre, parce qu'on doit être Canadien pour défendre le Canada. Donc, oui, effectivement, on n'a pas de type de légion étrangère ou quelque chose du genre. Là, on doit être Canadien pour défendre le Canada. Donc, oui, définitivement, il faut être citoyen canadien pour pouvoir intégrer les Forces armées canadiennes. D'accord. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, capitaine Boilard? Non, c'est bien. Il répond bien, M. Degg. Il y a une question ici de Mélanie Anne Smithman qui demande « Est-ce qu'il se fait de la recherche dans le système de santé militaire? On en voit beaucoup aux États-Unis, mais peut-être moins au Canada. » Oui, il se fait de la recherche dans le système de santé militaire. On est plus petit que l'armée américaine, donc on fait un petit peu moins, mais on a des centres de recherche. Toronto est un gros centre de recherche en médecine aéronautique, en ergonomie, en développement d'exosquelettes pour transporter les plus grandes charges. Ça se fait présentement. De Toronto, il y a aussi Valcartier qui a un centre de recherche. On a beaucoup pas beaucoup, mais on a des centres de recherche, puis on fait de la recherche qui est très intéressante. Avez-vous quelque chose à rajouter, M. Degg? Non, capitaine Boilard, c'est le connaissant de nous deux. Monsieur Dubois, je vous voyais bouger un peu. Est-ce que vous aviez quelque chose qui a Non, piqué votre... D'accord. Donc, on parlait un peu, vous en avez touché un petit peu par rapport à la conciliation, travail, famille. Il y a des gens qui posent justement des questions sur la fréquence de changement de ville ou de changement de province et comment est-ce que vous faites justement pour jongler cette conciliation-là au quotidien? Oh, la résilience a beaucoup de place là-dedans. Habituellement, les mutations, on essaie d'avoir des mutations pour nos membres pour 3 à 4 ans. Il y a des gens qui vont rester pendant 7-8 ans sur la même base. Comme moi, je suis dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, ben, il y a 3 endroits où je peux travailler comme infirmier à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le militaire. Il y a des positions d'officier de liaison avec certaines unités. Il y a des positions d'infirmiers, mais pas infirmiers, d'officiers à l'instruction à l'école des recrues. Puis il y a des positions. Fait que dans un même endroit, des fois, ils vont nous muter dans une autre unité, mais sans déménagement. Par contre, il y a
Des fois, on doit être muté. Mais les Forces armées canadiennes essayent de ne pas muter les gens plus qu'aux 3 ans. Ça devient difficile pour les conjoints, principalement parce que, bon, mon épouse est infirmière chef sur un département. Moi, on me dit, ben là, tu pars du Québec, tu t'en vas travailler en Ontario. Ben, si elle veut me suivre, ce que j'aimerais bien tout le temps, elle quitte son emploi. Fait que pour quitter son emploi, après ça, ben, elle peut aller se trouver un emploi en Ontario ou dans la région de Gatineau. Mais elle retombe infirmière jour, soir, nuit, une fin de semaine sur 2. Quand elle était infirmière-chef, qu'elle travaillait du jour, du lundi au vendredi. Fait que des fois, c'est un petit peu dur pour la vie familiale. Par contre, il y a beaucoup de couples qui se sont formés dans l'armée, que le conjoint sont les 2 militaires. C'est encore là. Principalement, quand ils vont muter les 2 personnes ensemble la même année. Mais les besoins de service peuvent dire aussi, on n'a pas besoin de votre conjoint dans une position dans telle ville, mais vous, on a besoin de vous tout de suite. Fait que là, ça s'appelle des restrictions imposées. Fait qu'on va dire, écoutez, je vais déménager, je vais me prendre un appartement, mais je vends pas ma maison, tout ça. Fait que quand le conjoint ou le conjoint lui est muté, lui ou elle est muté là-bas, là, ils vendent la maison puis ils se rejoignent. Mais pendant, des fois, c'est 1 année ou 2 années où ce que les gens sont seuls, ils descendent les fins de semaine quand on peut ou une fois par mois quand ils sont très loin. Et pour vous, M. Daigle? Moi, je suis le contraire, je suis civil, mon épouse est militaire. Donc, c'est sûr qu'il y a l'avantage de trouver un emploi au niveau du ministère, peu importe que ce soit le ministère de la Défense nationale ou les autres ministères au niveau du fédéral. Il y a souvent des belles occasions d'emploi pour nous qui sont mutés avec nos conjointes, finalement. Le réseau de support aussi au niveau des familles. On a un gros réseau de support au niveau des familles pour les enfants, les activités, il y a des centres de la famille, finalement. Il y a quand même beaucoup de support qui est offert aux membres non militaires par la communauté militaire. Donc, de ce côté-là, c'est sûr que c'est toujours idéal quand notre conjoint a un emploi qui peut pratiquer un peu partout. Au moment que je servais, mon épouse n'était pas militaire, mais était infirmière. Donc, si on avait de la mobilité, elle pouvait quand même trouver un emploi. Et effectivement, on se trouve à recommencer à zéro quand on pense à l'ancienneté, les vacances et tout ça. Ça amène quand même des défis en soi, mais en même temps, c'est une aventure de couple. C'est comme ça qu'il faut le voir. Quand on rentre dans l'armée, c'est une aventure de couple. On y va ensemble. On sait les tenants et aboutissants. On dit oui, on y va. Puis, autant d'un côté que de l'autre, il y a du support qui s'offre. Il y a des périodes plus difficiles comme conjoint de dire bon, j'ai suivi, puis là, il faut que je me retrouve un emploi. Mais il y a des périodes, des fois, que c'est plus difficile pour le militaire de dire bon, j'ai telle tâche qui s'en vient, mais là, ça vient de notre rôle à nous, les supporter. Donc, comme une vraie relation de couple, il y a des choses faciles et des choses difficiles, mais je pense que c'est une opportunité quand même en or de ce côté-là. On a un très beau réseau de soutien. Donc, pour les conjointes, même avec des enfants, comme dans mon cas, j'ai 3 fils, il y a quand même des belles opportunités, des belles choses. Ça nous permet de découvrir le Canada. C'est drôle à dire, des fois, des postings, il y a des invitations à l'étranger. Ça permet de découvrir même le monde dans certains cas. Donc, de ce fait-là, je pense que c'est des opportunités qui sont vraiment hyper intéressantes. Il ne faut pas se restreindre parce qu'on a une famille de joindre la grande famille des Forces armées canadiennes. Merci. En fait, vous en avez touché mot aussi un peu plus tôt par rapport à ça. Vous-même, vous avez passé donc du système de soins de santé militaire au système de santé public. Vous avez commencé à en parler un peu, puis mais c'était une autre question. Donc, peut-être qu'on peut entendre un petit peu plus votre expérience de ce passage-là que vous avez vécu, vous, de ce système-là à celui public. Oui, je pense que c'est intéressant aussi pour les gens qui peuvent écouter de savoir qu'un militaire, justement, qui part d'un service, il peut se présenter tous les matins, à Parade des malades qu'on appelle nous autres, donc à notre GMF, notre rendez-vous, ils peuvent se présenter tous les matins, ils voient un médecin, ils ont des soins, ils vont avoir ce qu'ils ont besoin à partir de ce moment-là. Tandis que quand on quitte les Forces armées canadiennes, on doit tout d'un coup se trouver un médecin. Et donc, on revient, comme tout le monde, à dire « je n'ai pas de médecin de famille ».
Donc, on peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans. On peut avoir des problèmes de santé chroniques en sortant des Forces armées canadiennes comme de n'importe quel emploi normal. Mais reste que tout d'un coup, nous, on n'a plus de médecins, on n'a plus de système de santé auquel on est habitué d'avoir du service maintenant. J'ai une radiologiste ici, une technicienne en radiologie. Elle prend les radios tout de suite ici. Elle n'a pas besoin d'aller en rendez-vous à l'hôpital, à la clinique privée. Non, on les fait ici. Donc, c'est ce genre de choses-là auxquelles on est un peu confronté en sortant du service militaire, c'est se rendre compte qu'on n'a pas tout de suite maintenant. C'est l'adaptation à l'attente du système de santé public. Comme je disais, on est parallèle, mais on est quand même différent. De ce côté-là, on doit réapprendre comment vivre là-dedans. On a justement des postes d'infirmières en gestion de cas qui, leur mandat, c'est d'apprendre dans la transition civile. Bon, bien, voici comment ça fonctionne. Voici les rendez-vous. Voici les délais auxquels de vous attendre. Qu'est-ce que vous devez faire pour retourner dans la vie civile pour être capable de revoir? Oh, j'ai plus de carte soleil depuis 20 ans parce que je suis militaire. J'ai été en Ontario, en Colombie-Britannique. Je reviens maintenant au Québec. J'ai plus de carte soleil. Comment je fais pour demander une carte soleil? C'est tout là la différence, je vous dirais, aussi au niveau du niveau de service qui est différente, étant donné que le militaire fait quand même beaucoup appel, souvent, je dirais, au privé pour certains examens, certaines choses. On est habitué que ça va vite, tandis que maintenant, bien, on est dans le système public, on doit attendre un peu, je veux dire, comme tout le monde. L'armée canadienne est aussi rapide et investit autant dans ce genre de soins-là pour la simple et bonne raison que le militaire, on doit le remettre en forme le plus rapidement possible. Pourquoi? Pour servir le Canada, pour être capable d'intervenir si on a l'opération laser qui est pour la COVID-19 ou Vector Internum qui est pour, par exemple, la vaccination. On se doit d'avoir des gens qui sont en forme, qui sont prêts à servir le pays, à servir la population. Donc, de ce fait-là, c'est pour ça qu'on investit autant dans les soins de santé. Mais quand on sort, c'est très différent. Je comprends. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Capitaine Boilard? Non, c'est bien complet. Parfait. On avait une question justement de Béatrice Godard qui parlait justement de la vaccination. Vous en avez parlé un petit peu. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement présentement pour ce qui est de la vaccination lorsque vous êtes déployé? Qu'est-ce que vous faites? Tous nos militaires ont reçu des invitations à se faire vacciner. La vaccination étant un choix personnel, on les encourage fortement là, parce qu'on dit que le beau temps va revenir après la grisaille de la dernière année. Fait que présentement, on a l'opération de Vector qui sert à vacciner tous les militaires canadiens qui le désirent. Donc, sur toutes les bases à travers le Canada, on a mis en place des équipes. Région de Saint-Jean, en gros, on avait à peu près 5000 personnes à vacciner. On a une réponse positive à peu près à un peu plus que 90% des gens qui acceptent le vaccin. Puis, contrairement aux civils, vu qu'on a le besoin opérationnel que nos gens soient complètement couverts, on fait vraiment le 28 jours entre les deux vaccins. On n'attendra pas pour la deuxième dose. C'était une des choses que le gouvernement a voulu faire, c'est qu'on soit prêt rapidement pour aller couvrir. Parce que si on est protégé, ça va être plus simple pour aller supporter la population civile s'il y a des besoins qui se font sentir. Mais ça va très bien. Je peux dire que nous, on est capable de vacciner 360 personnes par jour. On a un vaccinateur primaire, 4 vaccinateurs secondaires. Mais on est habitué de donner des vaccins à nos recrues. Fait qu'on a une procédure qui va très vite. On a une séquence qui est impeccable. C'est rare d'avoir une machine militaire rouler aussi bien que ça, je dirais. Mais ça va très bien, puis on a des bons résultats. Et pour vous, M. Daigle, du point de vue d'un gestionnaire pour la vaccination, comment est-ce que vous vivez ça? Bien, très bien. J'ai collaboré avec une ex-diplômée de l'ESPOUM, Mme Isabelle Parent, pour prendre exemple sur la vaccination massive qui se faisait au CIS de Laval. On parle de partenariat avec le public, mais ça fait partie et en ex-diplômé aussi. On s'entraide toujours, on est une collégialité. Donc, elle m'a fourni les plans qu'il avait développés pour Laval. On l'a adapté ici, évidemment. On est une région
semi-éloigné, éloigné quand même, mais on a adapté à notre grandeur, au niveau de soins qu'on doit offrir. Et comme au niveau, je veux dire, provincial, national, on avait les mêmes priorités, donc les travailleurs de la santé. Après ça, les maladies chroniques et tout ça. Et après ça, on avait nos priorités, je veux dire, opérationnelles, ce qui diffère un petit peu de la population là, générale. Mais par contre, je dirais que ça se déploie de la même façon qu'au niveau du Canada en entier ou au niveau du Québec. On se trouve à avoir le même taux de roulement. Je dirais qu'on a plus de gens qui sont volontaires à recevoir la vaccination. Nous, on a approché, je pense qu'on a même atteint le 95% de gens qui voulaient la vaccination. Je pense que c'est important de dire que rien n'est forcé, c'est toujours volontaire et un consentement éclairé. Donc, de ce fait-là, comme vous pouvez voir, les militaires sont quand même engagés vers aider la population parce que quand on se protège, on vous protège et on protège lorsqu'on vient intervenir sur le terrain. Fait que de ce côté-là, je pense que le sens du devoir rentre un peu aussi à travers tout ça. Donc, la vaccination, je crois qu'elle se déroule très bien. On est dans la bonne, excusez-moi, track au niveau de la vaccination. Puis, comme disait Capitaine Boilard, là, oui, effectivement, nous, on respecte le 28 jours et non le 4 mois pour la simple et bonne raison qu'on est prêt à intervenir aux besoins. Parce que ce sont des actions, justement, vous voulez être prêt, c'est si vous êtes en santé, donc vous êtes en mesure de nous aider aussi pour la santé de la population lorsque vous êtes déployé. Donc, je comprends très bien. On a une question ici de Caroline C. qui dit « Concrètement, je peux déposer ma candidature en tant que professionnel de la santé publique auprès de l'Armée canadienne à n'importe quel moment sans attendre un appel d'offres? » En fait, c'est une question qu'elle pose. Ou est-ce qu'il faut passer par un concours? Il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'appel d'offres pour la Force armée canadienne. Pour la fonction publique canadienne, oui, il y a des concours, oui, il y a des bassins, mais on peut quand même donner notre candidature. Pour les Forces armées canadiennes, vous allez au centre de recrutement, puis ils vont vous prendre par la main pour vous montrer toutes les étapes à franchir pour être capable de donner votre candidature. C'est à l'année longue, il y a des entrées d'officiers et de membres du rang tout le long de l'année. Donc, non, vous n'attendez pas un concours ou une annonce. Nous cherchons Donnez votre candidature. À ce moment-là, ils vont vous prendre dès qu'il y a des besoins, dès qu'il y a des ouvertures, vous allez être appelé pour les Très certainement. Donc, justement, je voulais faire une précision ici. Il y a Hugo Vizzacchero qui demande « Les gestionnaires sont-ils forcément des professionnels de la santé? » J'ai cru comprendre que non, c'est ça? Non, je ne suis pas un professionnel de la santé. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le service 2, donc buanderie, préposé aux bénéficiaires, tout ça. Je ne suis pas un professionnel de la santé. C'est ce qui est, je trouve, merveilleux aussi du système de santé militaire. Je suis beaucoup plus administratif que clinique, évidemment, mais reste que je gère des médecins, des infirmières, pharmaciens, technologues en radiologie, immunothérapie, physiothérapie, santé mentale. C'est tous mes services. Donc, de ce fait-là, on reconnaît la compétence, on reconnaît aussi la diplomation de l'ESPUM dans tout ça. Où est-ce qu'on donne la valeur? On dit non, ils ont été formés. Non, c'est des gestionnaires. Qu'est-ce qu'on veut? On veut des gens qui gèrent. Parce que côté clinique, on a des chaînes professionnelles qui conseillent, qui décident, qui en ligne. Donc, ce qu'on veut, c'est des gestionnaires. Donc, c'est une excellente opportunité d'emploi, je pense, justement, pour nos diplômés, pour les diplômés de l'ESPUM, de dire on n'a pas besoin d'être un professionnel pour être embauché. On reconnaît nos qualifications et nos compétences. Et j'ai une question ici que je pense que c'est peut-être plus une perception. Peut-être, Capitaine Boilard, vous pouvez le dire aussi. Il parle d'un critère d'âge pour le recrutement. Est-ce qu'il y en aurait un? Ça dépend, j'imagine. À 17 ans, ils peuvent être recrutés. Puis, M. Degg, vous me corrigerez, là. 17 ans, ils peuvent être recrutés. Ça prend, je pense, la signature des parents à 17 ans. Puis, il faut être capable de faire un mandat, un terme de service avant la retraite. Fait que je crois que c'est 54 ans qui est l'âge limite qu'on prend. Par contre, si vous êtes médecin, on peut faire des exceptions. Je comprends. Ouais. Si je ne me trompe pas, homme du rang, c'est 50 ans. Et officier, c'est 54, 55, mais c'est dans ces eaux-là. Oui, c'est pas mal. Mais outre ça, c'est capable de faire au moins un terme avant le temps de la retraite. Donc, logiquement, parce qu'on investit, comme je dis, on investit beaucoup dans nos gens.
Donc, de ce côté-là, est capable au moins de pouvoir redonner au pays après la formation. Parfait. Monsieur Dubois, est-ce que vous avez peut-être des questions, quelque chose qui vous vient en tête? Non, je pense pour moi, on a fait le tour. On a fait pas mal de tours aussi. Pour ce qui est des questions, là, je veux inviter le public s'ils ont des questions de plus à les poser. Mais pour l'instant, on a répondu à toutes les questions du public aussi. Je vous remercie parce que ça a été vraiment complet, éclairant et très inspirant. Peut-être que j'aimerais finir avec, on a entendu un peu, M. Boilard, vous avez parlé de qu'est-ce qui vous a motivé donc à poursuivre cette carrière, mais M. Daigle, peut-être qu'on peut entrer un peu plus en détail sur vos motivations aussi pour votre carrière. Bien, écoutez, comme je disais, j'ai travaillé 10 ans à l'hôpital. Au niveau de ma catégorie d'emploi, j'avais fait le tour. J'avais besoin d'un challenge. J'avais fait 10 ans. Il m'en restait encore 25 au niveau de l'hôpital pour avoir mon 35 ans de service. Puis je dis, bon, ben 25 ans de service dans les Forces armées canadiennes, c'était intéressant, c'était attirant. Le challenge, j'aime toujours avoir du challenge, j'aime toujours changer, j'aime toujours avoir des nouvelles formations, des nouveaux défis. Puis la Force armée canadienne pouvait m'offrir ça à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le saut pour rejoindre les forces. J'avais à ce moment-là 27 ans quand même et j'avais déjà un enfant à la maison. Donc, tu sais, c'est pas parce que j'étais célibataire et je dis j'y vais. Non, non, je suis en couple avec un enfant et j'ai joint les Forces armées canadiennes. Pourquoi? Pour le challenge. Pourquoi après ça, je suis revenu au ministère de la Défense nationale. J'en ai parlé un peu rapidement tantôt, mais la structure pour quelqu'un qui aime la structure, qui sait à qui il doit parler, qui est vraiment en dessous de nous, c'est sûr que c'est beaucoup moins flou, hein, je dirais, que dans les hôpitaux. Des fois, on dit c'est-tu mon boss, c'est-tu pas mon boss, mais est-ce que je devrais ou pas? Ici, c'est clair, on le sait. On a des belles chartes, on sait à qui on s'adresse. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup la culture militaire, donc de là, j'ai joint l'utile à l'agréable. J'étais officier logistique, donc d'administration. Et avant ça, j'ai travaillé 10 ans dans les hôpitaux. J'ai fait un mariage parfait en venant faire la maîtrise, où est-ce que j'ai joint mes deux passions finalement. Et ça m'a permis après ça de revenir au ministère de la Défense nationale, pouvoir travailler en administration des services de santé. Donc, c'est vraiment pour moi, là, je le disais toujours quand je travaillais à l'hôpital longtemps, mon but dans la vie, c'est de pousser un crayon parce que ce que j'aime, c'est faire de l'administration, puis ça me permet d'enfin pouvoir faire et de pouvoir changer quelque chose. Parce que faire un travail qu'on a l'impression de jamais rien pouvoir changer, c'est blasant, des fois, c'est difficile, mais ici, on a l'opportunité de dire, voici le tel processus, je veux bouger, je veux changer. Au niveau des emplois que nous donne notre diplomation, c'est des emplois où est-ce que tu as un niveau assez élevé, finalement, dans nos cliniques, pas capable de faire un changement. Au niveau d'Ottawa, dans les grandes cellules passantes, c'est des gens de notre niveau de diplomation aussi qui font au niveau de la fonction publique. De ce côté-là, c'est vraiment trippant toutes les opportunités qu'on peut avoir. Donc, de là, pourquoi oui, j'ai joint la Force armée canadienne, mais pourquoi je continue toujours à servir un peu en tant que civil après. C'est une passion, c'est un milieu qui est propre en soi, où est-ce que des fois, c'est difficile de se retrouver ailleurs après parce qu'on aime ça. Fait que c'est un peu les raisons pourquoi j'ai joint et rejoint. Merci beaucoup. Merci. J'ai plus de questions de mon côté. Donc, je vais vous laisser, M. Dubois, pour le mot de la fin. Oui, alors merci Lindsay pour l'animation de cette période de questions. Alors voilà ce qui clôt maintenant notre activité de ce soir. Donc j'espère que pour vous, tous les participants, vous avez apprécié cette discussion et qu'elle vous a inspiré. Je veux remercier très sincèrement nos panélistes, M. Daigle, capitaine Boilard. Vous avez pris le temps de nous parler et de nous confier vos réflexions de manière très, très passionnante. Donc, on vous en remercie infiniment. Donc, pour les participants, pour avoir votre opinion sur l'activité, nous allons partager à l'instant, dans la section clavardage, un lien vers un court sondage. Donc, je vous remercie à l'avance d'y répondre afin que nous puissions savoir ce que vous en pensez et proposer d'autres activités qui pourraient vous intéresser dans le futur. Un grand merci d'avance de prendre le temps de remplir ce sondage. Et finalement, je veux dire merci au réseau des diplômés et des donateurs, à nos invités et à vous tous qui avez été des nôtres.
et on vous dit à bientôt à la prochaine activité du réseau. Merci.